Comment ça se fait qu'il y ait une telle émulation dans les sports co, notamment à Montpellier? Montpellier, c'est une ville de sport. Les gens aiment le sport. Alors, bien entendu, on a quand même des gens à la tête. On parle de Louis Nicolin et de Moed Altrad qui ont mis la main à la poche. Il faut de l'argent aujourd'hui pour faire du sport professionnel. Et avec ces deux personnes-là, et puis notre ancien maire, président de la région, Georges Frêche, qui a fait énormément pour le sport montpelliérain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le handball, le Joël rugby... Abati avait tenté de se mettre Joël, un petit peu. Je ne savais pas trop pourquoi. On a compris ça la semaine dernière. Il est arrivé comme joueur. Après, il est passé parmi nos élus. Mais enfin, c'est vrai que Montpellier est une vraie ville de sport. Alors dans le sport co, et puis il y a aussi des petits sports individuels à côté où ça monte fort. Je crois qu'à un moment donné, on avait 21 disciplines en première division. Et Nicolin, Altrad et Georges Frêche ont fait beaucoup. Vous avez été 9 fois champion de France, on va le voir dans votre CV avec Montpellier. Vous les avez rejoints en National 2 pour un titre de champion de France en 1995. La Ligue des Champions en 2003, 169 matchs au compteur avec l'équipe de France, 476 buts. Évidemment, ce premier titre en 95. Et puis Paris-Bercy, élu meilleur ailier droit de tous les temps. Oui, madame, en 2002. Et puis quelques fourberies, les fourberies d'Anctil. Le coup du ballon mouillé contre la poitrine, c'est pour que ce soit glissant pour le gardien? C'était quoi ça? Mais il y a deux solutions. Soit on est grand, en mesure 2 mètres et on peut passer au-dessus. Alors c'est pas mon cas. Donc moi j'ai essayé de plus jouer dans la finesse en mouillant le ballon, oui, sur un coup franc direct. Et c'est passé. Donc une chance sur 1000 et ce jour-là c'est passé. Tant mieux. Dans le rétro, là, on voit des photos et de Montpellier et de l'équipe de France, ce petit diaporama, des petits souvenirs comme ça. Des super souvenirs. Vous le reconnaissez, celui-ci, là, qui est là, un petit peu plus haut, c'est François-Xavier Houlet, qui est votre consultant, avec qui j'ai été champion de France à Montpellier, et puis les Barjots, les costauds. Ça m'a pris plus de 10 ans entre ma première sélection et la dernière, c'est que du bonheur. Montpellier champion d'Europe en 2003, un souvenir? Peut-être le plus difficile, parce que pour être champion d'Europe en club, il faut être champion l'année d'avant, finir premier, s'engager l'année d'après en compétition. Et ça a été pour moi, je pense, le plus difficile, parce que quand vous regardez l'équipe qui est là, alors c'est vieux maintenant, mais il n'y a pas réellement... Il n'y a que des joueurs en devenir. Vous avez Omeyer, Didier Dinard, Nicolas Karabatic qui avait 18 ans, Michael Guigou qui devait en avoir peut-être 19. Enfin voilà, c'était une belle amalgame entre quelques vieux et des gamins. Et franchement, je crois que c'est peut-être mon plus beau souvenir. Dinard qui est là-haut, qui regarde, qui surveille. Il a le même regard, Dinard. Vous avez toujours aussi sérieux, même quand il gagne. 2006, là aussi, vous avez mis... Tiens, il y a M. Martini aussi, Monsieur Martini, la semaine dernière. 5 titres d'affilée en championnat aussi en 2006. Oui. Quelle équipe. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de dire que dans le handball, le PSG va tout croquer et que ça va être ennuyeux. C'était déjà le cas, nous, avec Montpellier, il y a quelques années. Les gens nous reprochaient de gagner tout. Et puis voilà, donc aujourd'hui, le PSG commence un petit peu à prendre la place de Montpellier. Mais bon, je ne peux pas tout vous dire, mais je sais qu'à Montpellier, on organise la rébellion, il y a des recrutements, on parle de pas mal de... Ça reste entre nous, on est au café, on est que 3. Hein. Voilà, donc vous avez Valentin Porte qui va arriver, d'autres joueurs qui vont venir avec lui. Et je crois que dans les années futures, on va avoir un beau championnat de handball. Mais justement, par rapport à l'époque, la médiatisation n'était pas forcément la même qu'aujourd'hui non plus. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus de cette domination du PSG également. Ouais, je crois pas. Je crois que ce qu'il faut, c'est de l'adversité. À un moment donné, on peut pas laisser une équipe seule mener les débats comme ça. C'est ce qui se passe aussi au foot actuellement. Je pense que les gens commencent un petit peu à se tourner vers d'autres championnats parce que le PSG au foot est en train de tout écraser. Quand on a 14, 15, jusqu'à des fois 20 points d'avance en fin de championnat, on passionne plus grand monde. C'est ce qui nous était arrivé et paradoxalement, moi je pense que le PSG est aujourd'hui la plus grosse équipe de handball française, mais que derrière il y a des équipes qui s'organisent. Je parle de Montpellier, il y a d'autres équipes encore. Saint-Raphaël, mine de rien, avec un petit club, fait des choses intéressantes. Et ce ne sera pas si simple que ça dans les années futures pour le Paris Saint-Germain. Bon, parce que j'avais peur que vous mordiez la queue en disant le PSG, ça me gonfle, ils sont trop devant. Mais vous avez non, absolument pas. Absolument pas. Mais justement, un responsable de com aussi à Montpellier, vous l'avez fait, vous l'êtes toujours? Enfin, maintenant, je travaille dans un autre centre, mais j'ai travaillé mais c'est pour ça qu'il parle aussi bien de Montpellier. Il essaie de nous vendre la sauce. Ah, mais bien sûr, bien entendu, je reste un ambassadeur de mon sport, j'adore. Parce que qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, je travaille donc dans un hôtel de sportifs avec un spa. Et justement, je travaille toujours dans le milieu du sport parce qu'on a reçu l'équipe de France de basket l'année dernière avec Tony Parker. Ils sont restés 3 semaines chez nous. On aura l'équipe de Suisse Foot, puisqu'on est camp de base pour l'Euro.
Oui, donc ouais, je reste dans le sport. J'aurais préféré que tu me dis l'Allemagne, mais bon. Mais l'Allemagne, c'est trop cher, on le sait aujourd'hui, c'est les plus grands, les plus forts. Mais non, on va voir, on a de bonnes choses qui arrivent. Et c'est toujours à Montpellier, on est à côté du stade de la Mosson. Et voilà. Comment ça, c'est plus cher? Parce qu'il faut donner un petit peu pour recevoir? Alors franchement, je pense qu'aujourd'hui, pour accueillir une équipe comme l'Allemagne, quand même, il faut être costaud. Parce que je sais qu'au Mondial à Rio, je crois même qu'ils avaient fait un centre absolument monstrueux, qu'ils ont offert à la fin pour les jeunes footballeurs brésiliens. C'est extra, quoi. Enfin, il l'avait pas mis dans les favelas, ça, non? Non, certes. On parle de cet Euro. Elle trépigne d'impatience de vous parler de l'Allemagne. Je voudrais juste revenir sur le bilan des Français. Il y a eu du pas très bon et du un peu mieux. On va débuter avec le verre à moitié vide. C'est contre la Pologne, 1/7 notamment pour Nikola Karabatic. Équipe assez expérimentale. Mais moi, ce qui me gêne, je l'ai entendu beaucoup le 1/7 de Nikola Karabatic. Le problème, c'est qu'on s'est appuyé depuis 10 ans sur un set de départ avec les meilleurs joueurs du monde. Vous aviez Karabatic, Abalo, Guigou, Narcisse, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis le jour où ces gars-là sont peut-être un petit peu moins bien, parce que ça reste des êtres humains, eh bien, côté, moi, ce que je voudrais, c'est que les jeunes joueurs, à un moment donné, prennent un peu le pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer toute notre vie avec un Nikola Karabatic à 8/8 ou 10/10. Et un Thierry Omeyer. Et c'est le cas de Thierry Omeyer. Quand Thierry Omeyer n'a pas été bon contre la Norvège, j'aurais aimé que Vincent Gérard soit décisif. Alors ça a beau être un très bon gardien, il a été très bon pour la 5-6, mais aujourd'hui, à la limite, c'est pas forcément sur la 5-6 qu'on a besoin d'un Vincent Gérard. Il faut maintenant remplacer nos cadres, quoi. Et ce que j'ai vu sur cette équipe avec l'arrivée de jeunes joueurs talentueux, vous prenez le petit Théodoro. Théodoro, aujourd'hui, si vous prenez la hiérarchie du handball français, c'est peut-être le 5, 6e, 7e arrière-gauche français. Et avec tous les blessés, on peut aligner ce garçon et il est bon. Et il est bon. Ça veut dire que pour moi, le handball français s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis là, mais que pour les Jeux Olympiques qui seront peut-être avec les Allemands, parmi les favoris, la Croatie aussi, l'Espagne, et puis pourquoi pas avec une belle médaille. Ce qui est paradoxe dans ce que tu dis, souvent les jeunes, justement, quand on les reçoit sur l'Expresso, notamment, oui, Xavier Baraché, il disait justement la force de l'équipe de France, c'est d'avoir le mélange entre les cadres, les anciens et les jeunes, alors que tu es quelque part en train de dire peut-être il faudrait justement mettre plus les jeunes en avant et donc enlever un petit peu les vieux. En gros, c'est ça. Enfin, je dis pas qu'il faut enlever les vieux, parce qu'aujourd'hui les vieux restent les meilleurs. Par contre, quand on est champion du monde des 4 catégories en France aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a la catégorie adulte et vous avez 3 catégories jeunes. On est champion du monde dans ces 3 catégories. Ça veut quand même dire quelque part que nos jeunes sont de qualité. Aujourd'hui, il y a le petit Kounkoud qui a joué ailier droit derrière Lucas Ballot. Bien sûr qu'il est moins fort que Lucas Ballot, mais il a pris du temps de jeu, il a appris énormément. C'est pareil pour 8 buts dans cette c'est extra. C'est extra. Ce gamin-là, dans 3 ans, il est prêt et il prendra la succession de Lucas Ballot. Et voilà. Après, il y a des jeunes comme Valentin Porte qui ont eu du mal sur cet Euro, que j'ai vu moi moins bon, parce qu'aujourd'hui, Valentin Porte, c'est plus un jeune, c'est un joueur confirmé. Et peut-être qu'il a en ce moment un petit peu de mal à passer du jeune joueur au joueur confirmé, peut-être. C'est intéressant. En tout cas, vous nous dites que ce coup de frein à main, ça fait un petit peu comme pour les Jeux 2012. Oui. C'est de bonne augure pour la suite. On va quand même voir quelques images de ce match contre la Croatie. Oui. On s'était dit, là, ils sont en train de monter en puissance, ils vont être inarrêtables. Il y a eu un petit coup d'arrêt tout de même derrière. Et puis une anecdote, je vous ai entendu dire ça à Clara en embuscade là tout à l'heure. Lucas sans Nico, Nico sans Lucas, c'est pas les mêmes. C'est en fait un tandem. C'est assez hallucinant parce que c'est 2 garçons qui ont été élevés dans 2 sports différents. N'oublions pas quand même que Lucas Karabatic avait été promis à une carrière de joueur de tennis. Il a préféré revenir au handball parce que la solitude du joueur de tennis l'intéressait pas. Et il est revenu avec une facilité déconcertante. Et à l'âge de peut-être 17-18 ans, il est repassé au hand. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs, non seulement des meilleurs pivots, mais surtout des meilleurs défenseurs du monde. Et ça, c'est impressionnant. Et je crois que la patte du père derrière, malheureusement, qui nous a quitté, Branco, et puis surtout le grand frère qui l'a pris sous son aile, a fait que l'histoire est belle, quoi. L'histoire est extraordinaire entre les 2 Karabatic.